Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons faire notre première capsule sur les violences sexuelles, puisque ça va être la série qui va nous occuper pendant quelques séances. Alors on va donc parler des différentes formes de violences sexuelles pour aujourd'hui et se référencer évidemment au code pénal pour beaucoup. Donc je sais que c'est un sujet qui peut être compliqué, qui est un peu ardu, même pour moi, à expliquer certaines choses. La loi n'est pas toujours très simple à comprendre. Donc je vais vraiment essayer de parler doucement et de, si possible, vous donner des exemples quand j'ai peut-être quelques difficultés. Donc les violences sexuelles, elles sont de plusieurs ordres et on en distingue deux gros types. Les violences sexuelles avec contact physique, dans lesquelles on va rencontrer les viols dans lesquels il y a pénétration, et les agressions sexuelles avec contact mais sans pénétration. Donc ça, c'est la première grande distinction. Et la deuxième, c'est les violences sexuelles sans contact physique. Et oui, ça existe. Alors, la violence sexuelle avec pénétration, eh bien, communément, on l'appelle le viol. Et c'est un crime. Donc, le crime est jugé par la cour d'assises. Alors, il s'agit de l'article 222-23 du Code pénal. La dernière définition du viol date de la loi du 21 avril 2021. Avant d'aborder cette définition-là, je voudrais aborder un petit peu l'histoire du viol, parce que la première loi qui a cité le viol dans le code pénal, c'est une loi du 23 décembre 1980. Avant cette loi, donc, le viol n'était pas du tout défini dans le code pénal et c'était la jurisprudence qui avait établi une espèce de définition qui disait le viol, c'est un coït illicite avec une femme sans son consentement. Donc, on a une pénétration vaginale, donc exclusivement les femmes étaient victimes de viol. Donc c'était quand même un petit peu léger. Et cette absence de définition a été comblée donc en 1980 par un article précis dans le code pénal qui disait « Le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit, donc vaginale, buccale, anale, commise sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. » Comment est arrivée cette loi ? Cette loi, elle est arrivée à la suite de l'agression de 2 touristes belges dans des calanques de Marseille, en 1974, je crois que c'est, 2 jeunes femmes donc, qui campaient sur la plage et qui ont été victimes de, alors je ne sais plus si c'était 3 ou 4 agresseurs qui les ont violées de toutes les façons possibles et pendant plusieurs heures, pendant la même nuit. Ça a beaucoup ému évidemment l'opinion publique, les associations féministes et puis aussi les professionnels du droit qui, au vu de l'enquête et puis de la décision qui avait été prise, puisque le viol n'était pas dans le code pénal, la décision a été prise que c'était le tribunal correctionnel qui allait statuer. Et à cette époque, le tribunal correctionnel, quand il estimait que c'était criminel, il se déclarait incompétent. Et c'est ce qui s'est passé pour cette affaire judiciaire-là, puisque le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, très certainement sous
la puissance de la médiatisation de cette affaire. Ça a vraiment fait une levée de bouclier, et à juste titre d'ailleurs. Et donc, cette affaire a été finalement jugée par une cour d'assises, bon, avec des peines qui relèvent, bon, qui sont pas, voilà, qui n'avaient rien de dramatique à l'époque. Hein. Je crois que le plus puni des auteurs a été puni à 5 ans d'emprisonnement. Enfin, donc c'est une babiole, franchement, pour des faits d'une gravité aussi importante. Mais ça a enclenché une recherche sur faire une loi sur le viol et introduire cette infraction véritablement dans le code pénal. Donc cet article, il a vécu jusqu'au 21 avril 2021, où donc une loi a développé encore la définition du viol en indiquant tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Donc, jusqu'en 2018, le viol était limité à la pénétration de l'auteur dans le corps de la victime. À partir de 2018, le viol est commis quand la victime, sous contrainte, menace, violence, etc., pénètre le corps de l'auteur, que ce soit buccal, anal, vaginal, ou les actes bucco-génitaux ou bucco-anaux. Donc on voit bien que là, on est sur toute la sphère de la pénétration sexuelle. Donc lorsque le viol n'est assorti d'aucune circonstance aggravante, c'est un crime pour lequel l'auteur encourt une peine de réclusion criminelle de 15 ans. Alors cette peine peut être plus importante lorsqu'il y a une circonstance aggravante. Alors qu'est-ce que c'est que la circonstance aggravante? Eh bien ça va être la mutilation ou l'infirmité permanente qui va être une conséquence de l'agression sexuelle subie. Ça va être le fait que ce viol est commis sur un mineur de moins de 15 ans. Ça va être parce que ce viol est incestueux, c'est-à-dire qu'on le verra un petit peu plus loin, des personnes de la famille, et on dira lesquelles ont commis ce viol sur le mineur. Ça va être également autre personne pour lesquelles les circonstances sont aggravantes, c'est la personne qui a autorité. On parle régulièrement de l'enseignant, de l'éducateur sportif, du prof de musique, de la personne à qui le mineur a été confié et qui a une autorité de fait à travers son métier, ou de droit à travers son métier, ou de fait à travers la situation pour laquelle on lui a remis l'enfant. Par exemple, le voisin à qui on va remettre l'enfant le temps d'aller faire des courses, lui il a une autorité de fait. Donc ça peut être aussi le fait que la victime est une personne vulnérable. Donc une personne vulnérable autre que le mineur, c'est une personne qui est handicapée, que ce soit physique ou mentale, c'est une personne âgée, c'est une femme enceinte, voilà, hein, les personnes vulnérables. La circonstance aggravante de la coaction, c'est-à-dire qu'on a plusieurs auteurs de ce viol, comme par exemple dans l'histoire des jeunes Marseillaises dont on parlait tout à l'heure, ils étaient 4, donc c'est la coaction, il y a plusieurs auteurs. L'usage ou la menace d'une arme est une circonstance aggravante, et le fait que l'individu ait pris contact avec la victime, et ça on le voit notamment en matière de pédocriminalité, au moyen d'un réseau de télécommunications. Évidemment là on pense aux réseaux sociaux. Voilà, donc lorsque on a toutes ces circonstances aggravantes, la peine encourue peut être de 20 ans.
de réclusion criminelle. Et enfin, on a la réclusion criminelle à 30 ans lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, puis la réclusion criminelle à perpétuité quand il a été précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie. Voilà, donc pour ce qui est du viol. Alors, les agressions sexuelles, elles sont prévues par l'article 222-22 du Code pénal, et la définition, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise constitue une agression sexuelle. Donc dans ces agressions sexuelles, on a avec pénétration le viol, et on a sans pénétration. Donc là, l'agression sexuelle va être constituée par des attouchements, des caresses qui sont illicites ou impudiques, qui sont exercés avec ou sans violence sur une personne non consentante ou ne pouvant pas consentir, que ce soit fait en public ou non, est susceptible d'offenser la pudeur de cette personne. Alors, on a également les baisers, hein, en plus des actes d'attouchement. On a également les infractions qu'on voit beaucoup dans les transports en commun, hein, les frottements donc au passage. Ça, ce sont des agressions sexuelles avec contact et sans pénétration. Donc, ce qui est important dans cet article 222-22, c'est qu'a été rajoutée la notion de consentement. On l'a vu, avec violence ou sans violence, etc., sur une personne non consentante ou ne pouvant pas consentir. Et donc cette personne qui ne peut pas consentir, ben, c'est une personne par exemple handicapée, mais c'est aussi une personne qui est sous soumission chimique. Soumission chimique, j'ai oublié de le dire, qui est une circonstance aggravante du viol. Donc aujourd'hui, avec cette notion de consentement dans cette définition de l'agression sexuelle, on va un petit peu changer le fusil d'épaule. Enfin, c'est fait dans cet esprit, en estimant que ça va être à l'auteur de l'agression sexuelle ou du viol, d'expliquer comment il a obtenu le consentement de la victime. Donc évidemment, par exemple, dans l'affaire Pellico, les auteurs n'ont pas pu obtenir le consentement de Gisèle Pellico puisqu'elle était endormie. Elle était sous soumission chimique. Donc déjà, soumission chimique, c'est mort. Tu peux expliquer ce que tu veux. Tu ne pourras jamais dire que tu as obtenu le consentement. De l'instant où la personne ne manifeste pas son consentement, il n'y a pas consentement. Ensuite, comment elle a consenti. Alors c'est vrai qu'on a des fois des auteurs qui vont vous dire, notamment en pédocriminalité, hein, cette petite fille, elle m'a beaucoup souri, elle est venue s'asseoir sur mes genoux, elle me regardait, elle me souriait. Voilà. Pour un pédocriminel, ça c'est une enfant qui consent. Bah oui, lui il voit ce qu'il veut voir, hein. Donc non, c'est pas parce qu'on sourit, c'est pas parce qu'on porte une mini-jupe, c'est pas parce qu'on est un peu joyeuse, c'est pas parce qu'on a accepté un verre, ou joyeux d'ailleurs, hein, qu'on a accepté de boire un verre avec une personne ou de danser un slow avec cette personne, qu'on est consentant, hein. Donc voilà, le consentement, on va le voir un petit peu plus loin, ça doit être quelque chose d'actif, de conscient et clairement exprimé. Bon, je ne sais pas, parce que bon, vous le savez, hein, je suis une policière à la retraite, j'étais une enquêtrice, on travaillait déjà sur la notion de consentement ou d'absence de consentement, hein. Quand une victime elle vous disait j'ai pas consenti, je me suis débattue, j'ai dit non, etc. On a plutôt tendance à croire l'auteur, hein. Donc je suis pas sûre que cet article fasse beaucoup avancer les choses. Nous le verrons dans les prochaines années. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'inceste. Alors l'inceste, il est prévu à l'article 222-22-3 du Code pénal. Les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux ou incestueuses, lorsqu'ils sont commis par un ascendant, donc le père ou la mère, par un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce.
et sont concernés, donc ça c'est les parents par, par sang, hein, mais sont concernés aussi les conjoints ou concubins de ces parents-là. C'est-à-dire que ça peut être la tante par alliance, l'oncle par alliance, la nièce par alliance, le neveu par alliance, voilà. Et j'ai oublié quand même dans ces personnes citées, excusez-moi, j'ai oublié les grands-parents, évidemment, les grands-parents. Et par exemple, un grand-parent par alliance, hein, qui n'a pas de lien de sang, hein, suite à un remariage, etc. Donc l'inceste concerne toutes les victimes de 0 à 18 ans. Donc tous les mineurs. Parce qu'un mineur, c'est un enfant de 0 jusqu'à 18 ans. Quand il a 18 ans, eh ben, c'est un majeur. Mais donc voilà, l'inceste concerne toutes ces personnes-là. Et évidemment, c'est une circonstance aggravante, on l'a vu, donc c'est plus sévèrement puni. Alors pourquoi c'est aggravant? Tout simplement parce que cet auteur, cet agresseur, il vit avec l'enfant, ou il est amené par le lien parental à le rencontrer régulièrement. Il y a donc ce qui amène la répétition des faits. Hein, les violences sexuelles incestueuses sont répétées la plupart du temps, ça dure plusieurs années, et donc ça amène une espèce de conflit pour l'enfant qui est attisé par l'auteur. On va pas te croire, je suis un adulte, je suis le frère de ta mère, donc personne ne te croira, donc c'est pas la peine d'aller raconter des mensonges. Enfin voilà, ça met l'enfant dans une situation de soumission qui est absolument horrible. Donc les violences sexuelles incestueuses, elles concernent quand même 80% des violences sexuelles commises sur des enfants. Ensuite, on a 15%, à peu près, hein, qui sont commises par des gens dans l'environnement de l'enfant. Ça va être le voisin, ça va être l'enseignant, l'éducateur sportif, bref, des gens qui côtoient l'enfant, pas au quotidien, mais qui côtoient l'enfant dans son environnement vraiment proche. Et ces violences, elles commencent très tôt. Il faut savoir quand même qu'il y a des nourrissons qui ne sont pas sortis de la maternité, qui sont déjà victimes de violences sexuelles. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à croire. C'est pour ça qu'on est dans une société qui a beaucoup de déni, et le déni ne fait pas avancer les choses. Donc il faut absolument se renseigner, il faut lire il y a un bouquin remarquable, le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona. Il faut le lire pour savoir l'impact des violences, tout le champ des violences sexuelles. Et là on comprend à quel point de se voiler la face, de vouloir se dire non, ce n'est pas possible, eh bien on empêche l'évolution de la prévention des violences sexuelles. On ne travaille pas pour protéger les enfants quand on est dans le déni. Donc l'âge moyen est d'environ 7 ans pour les filles et 8 ans pour les garçons. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, et puis il y en a qui sont un peu plus âgés. Une victime d'inceste sur 4 avait moins de 5 ans au moment de la première agression. 1 sur 4. Donc le cadre familial, il faut bien se mettre dans la tête que le cadre familial concerne les relations affectives et non pas les relations amoureuses. Les relations amoureuses, ce sont des relations qui entraînent vers la sexualité. Donc ça, ce n'est pas possible dans la famille avec des enfants. Donc il est nécessaire pour les parents de poser des limites. Ça c'est très important, les cadres de référence. On pourra faire une petite capsule là-dessus. Comment les parents peuvent protéger l'intimité de leurs enfants. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, et c'est encore pas prévu dans le code pénal, alors je vais faire hurler les gens qui pratiquent le naturisme, mais entre adultes, mais il n'y a aucun problème. Entre adultes, mais on fait ce qu'on veut. De l'instant où on est d'accord, pas de problème. Mais des enfants n'ont rien à faire dans des camps de naturistes. Je suis désolée, ils n'ont rien à faire là. Les petits de 4 ans,
Où est-ce qu'ils ont les yeux, la bouche, le nez, quand ils regardent les adultes? C'est au niveau de leur sexe. Donc ils ont rien à faire là, les enfants. Comment peut-on protéger des enfants quand on les expose à la nudité des adultes? C'est pas normal. Comme en famille, on peut en parler brièvement dans le cadre d'éducation. À la maison, dès l'instant où il y a des enfants, il faut que les parents évitent de se balader à poil sans arrêt. Parce que le jour où leur petit va à une soirée pyjama, et que le papa, ou la maman d'ailleurs, dans la famille qui l'accueille, va se promener devant lui tout nu, va lui demander de lui caresser le sexe, de lui sucer le sexe, etc. Le petit, il va pas tout de suite comprendre ce qui se passe et il va peut-être avoir du mal à révéler les faits en rentrant à la maison parce que chez lui, tout le monde se promène à poil. Donc il faut vraiment éduquer les enfants à la pudeur, à l'intimité, au respect de leur corps et au respect du corps des adultes. Moi, je peux pas te toucher, tu es un enfant, je peux pas te toucher, mais toi, tu peux pas non plus me toucher. C'est réciproque. Alors, on en arrive aux violences sans contact. Dans ces violences sans contact, bien évidemment, on a l'exhibition sexuelle. On a le harcèlement sexuel. Comme c'est du verbal, il y a des attitudes aussi, des clins d'œil sans arrêt répétés, comment dire, sentir les vêtements de l'autre quand tu déposes ton foulard, l'autre là avec qui tu n'as aucune relation d'intimité, qui prend ton foulard ou ta veste, je te sens, enfin bon, bref, voilà, ça c'est des exemples concrets de harcèlement. Ce pantalon, qu'est-ce qui te moule bien, telle belle fesse, etc. Bon, ça suffit, quoi, ça suffit. Voilà, il y a vraiment plein d'exemples dans la vie de tous les jours, et que nous ne devrions pas admettre, même quand on n'est que témoin. Je veux dire, c'est même pas d'ailleurs être que témoin. Être témoin, c'est un vrai rôle de protection. Donc il faut pas laisser faire ces choses-là. Il y a la corruption de mineurs, donc par exemple lui faire regarder des films pornographiques, l'inciter à avoir des relations sexuelles, insister largement, vouloir le corrompre en fait. La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique, tout ce qui est fait avec un moyen de communication électronique, c'est une circonstance aggravante en plus. La détention, l'acquisition, la consultation ou l'exploitation d'images pornographiques à des enfants, imposer ça à des enfants, mais également la détention, l'acquisition, la consultation ou l'exploitation d'images pédopornographiques, c'est une infraction gravissime. La diffusion d'un message, la diffusion d'un message pornographique à un mineur, donc oui, c'est celle-ci. L'autre, c'était en pédopornographie. L'incitation d'un mineur à une mutilation sexuelle, c'est aussi une violence sans contact. La provocation, la provocation aux agressions sexuelles, c'est-à-dire le fait de promettre une récompense, un don, un service ou je ne sais quoi à une personne afin qu'elle commette sur un mineur une agression donc sans contact, donc que je viens d'énumérer, ou inciter un mineur à la prostitution. L'outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne tout comportement ou propos à connotation sexuelle ou sexiste qui soit va porter atteinte à sa dignité en raison de caractères dégradants, humiliants des propos ou des comportements, soit va créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est une contravention de 4e classe lorsqu'elle est commise sur un majeur, mais quand elle est commise sur un mineur et par une personne qui a autorité sur le mineur, ça devient un délit. Donc quand dans un établissement scolaire par exemple on va imposer à des enfants de mettre un préservatif sur un sexe en plastique, là, on commet un outrage à cet enfant. C'est un outrage. Quand on lui impose de regarder sans avoir son consentement des images de sexe,
ou de relations sexuelles, c'est un outrage aussi. Donc, parce que on parle de la sexualité. On parle de la sexualité. Et la sexualité, c'est du ressort de l'intime. Donc on ne parle pas à un enfant de sexualité, pas plus qu'on ne parlerait en réunion entre adultes, on ne parle pas de sexualité. Et donc encore moins en collectif. Hein. Donc méfiance avec ce qu'on fait, les messages qu'on veut partager avec les enfants. Faire de la prévention, c'est bien. Faire de l'éducation à la sexualité, déjà dans le terme, il y a un truc qui ne va pas. Éducation à la sexualité. Je viens de le dire, la sexualité, c'est du domaine de l'intime. Ça ne s'éduque pas. On peut faire de la prévention sur les moyens de contraception, sur les relations toxiques. Voilà, on peut mettre en garde les enfants sur des mauvais... Enfin, les enfants, les ados, hein, à partir de ces choses-là, on est plus sur des ados. On peut les mettre en garde sur attention, qu'est-ce que c'est qu'une relation saine et qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. Hein. Donc, mais on ne peut pas leur parler de sexualité. Je suis désolée, là, on marche sur la tête. Et puis, j'oubliais le voyeurisme. Voilà, donc toutes ces infractions, elles peuvent être punies de 5 ans d'emprisonnement. Donc c'est quand même pas... c'est pas anodin. Bon. C'est les peines prévues. Elles ne sont pas tout le temps, pas souvent prononcées. Alors, la majorité sexuelle, elle est déduite de l'article 227-25 du Code pénal, qui dit que, hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'atteinte sexuelle, c'est le fait de toucher, de caresser, d'embrasser, etc. Donc on part du principe que, à moins de 15 ans, si un adulte a ce genre de comportement, d'acte avec un mineur de 15 ans, il sera puni de 7 ans d'emprisonnement. Donc c'est plus les 5 ans dont on a parlé tout à l'heure, c'est 7 ans. Donc c'est aggravant. Donc ça veut bien dire que tu touches pas à un mineur de moins de 15 ans. Donc voilà comment on avait déduit la majorité sexuelle. Voilà. Et donc le mineur, donc c'est quand même la loi d'avril 2021, la loi Schiappa, on doit quand même quelque chose de bien à Madame Schiappa, qui a dit un mineur de 15 ans ne consent jamais. Donc là c'est clairement dit. Hein, avant on le pressentait de cet article 227-25. Depuis 2021, il y a un mineur de moins de 15 ans ne consent pas. Basta. Alors il y a quand même méfiance, il y a toujours des petites choses pour venir contrarier un ordre qui paraît bien cadré. Hein. On a quand même imposé la clause Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'un mineur de moins de 15 ans, il peut avoir une relation avec une personne qui a moins de 5 ans d'écart d'âge avec elle. C'est-à-dire que on va dire qu'un enfant de 13 ans ne peut pas avoir de relation amoureuse, sexuelle avec un jeune de 18 ans. Par contre, elle peut l'avoir avec un jeune de 17 ans. Et de 17 ans, 3/4. Donc, quand même, un gamin de 13 ans, ça n'a pas la même maturité et pas les mêmes compétences cognitives qu'un mineur de 17 ans. Donc, cette clause de Roméo et Juliette, moi, elle me plaît pas. Elle me plaît pas parce qu'elle permet des choses. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans, il peut être aussi largement sous l'influence d'un autre gamin de 16 ou 17 ans. Donc, c'est pas protecteur. C'est pas protecteur. Oui, alors oui,
pareil, un mineur entre 15 et 18 ans, donc on voit que le mineur entre 15 et 18 ans peut donner son consentement. Par contre, il ne pourra pas, on soupçonnera, on pourra remettre en cause ce consentement si la relation est avec un majeur qui a plus de 5 ans d'écart d'âge avec lui. Donc là, il pourra déposer plainte pour viol, il faudra que l'auteur prouve le consentement. Donc voilà, il y a quand même une protection qui est faite quand cet adulte il est vraiment plus âgé que le mineur. De même, donc on l'a dit, hein, en ce qui concerne l'inceste, de tout mineur jusqu'à 18 ans est protégé donc de l'inceste. Par contre, la circonstance aggravante de la personne ayant autorité, là aussi, elle a subi un coup de couteau dans la gravité, puisque là aussi, le mineur est en capacité, c'est clairement dit, de dire oui à partir de 15 ans, eh bien, il va falloir prouver qu'il y a eu viol. Hein. Donc le majeur devra prouver qu'il a eu le consentement et effectivement on risque ensuite de correctionnaliser l'infraction en disant que bon ben il y a eu le consentement. Enfin, bref, voilà, là on n'est pas très bon. On n'est pas très bon. Alors le consentement, il désigne l'accord libre et éclairé de chaque personne, dans les deux concernés. Il est donné sans contrainte, sans menace, sans violence, sans surprise. La personne est consciente, c'est-à-dire que elle n'est pas consommatrice de stupes, d'alcool, elle n'a pas été victime de soumission chimique. Elle est en pleine possession de ses capacités mentales, donc c'est-à-dire que des personnes handicapées mentales, par exemple, ne peuvent pas donner un consentement. Des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou psychologiques, des gens qui sont déprimés, qui vont voir leur psychiatre et que celui-ci en profite pour avoir des relations sexuelles avec une ou un patient, ce psychiatre il sera poursuivi pour viol parce que la personne ne peut pas donner son consentement. Et en plus il y a aussi le caractère de la personne qui a autorité. Donc on est sur du pénal et sur de l'éthique. Voilà, et le consentement est révocable à tout moment. Voilà, alors j'ai eu sur une intervention que je faisais dans un lycée, avec donc des grands, c'était les terminales, un jeune homme qui me dit, et moi, si j'ai envie de réveiller ma compagne, mon ami, avec un cunnilingus, eh bien, est-ce que je commets un viol? Bah oui, tu as eu son consentement? Bah non, elle dort. Donc tu n'as pas eu son consentement. Alors ton intention, elle est peut-être pas mauvaise, mais tu n'as pas le consentement. Et en plus, attention, c'est que si cette personne a été victime d'agression sexuelle dans son enfance, cette jeune fille qui dort là tranquillou, et qu'elle est réveillée, elle part d'un état d'inconscience et elle est réveillée par quelqu'un qui est en train d'avoir un acte sexuel avec elle, quel traumatisme on va aller réveiller chez elle? Quel trauma? Donc c'est vraiment pas à faire. Voilà ce que j'ai dit à ce petit jeune homme. Voilà. Ok. Et donc je voudrais terminer cette capsule. Je suis désolée, elle est un peu longue, mais je trouve que c'est quand même intéressant de développer un petit peu. Je voudrais terminer sur la prostitution des mineurs. Parce que depuis, je crois que c'est 2003, on dit qu'un mineur prostitué est un mineur victime. Il était temps, hein, 2003, c'est pas si vieux que ça. Et moi, j'ai un gros problème, parce que on dit que le mineur de 15 ans, il ne donne pas son consentement. Eh bien, sauf quand il est payé.
C'est-à-dire que le mineur de 15 ans qui est prostitué, eh bien, il ne sera pas victime de viol par le client, il sera victime de délit. Délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. On part d'un principe que le mineur de 15 ans ne peut pas donner son consentement, et le client qui va avoir une relation sexuelle avec lui parce qu'il se prostitue, il ne commet pas un crime. Moi, là, j'ai un truc que je ne comprends pas, donc là, je pense qu'il y a à revoir cette loi qui ne protège pas les enfants, qui protège les adultes clients. Donc les enfants qui se prostituent sont des enfants qui bien souvent ont été violés, ils ont été battus, ils ont été maltraités, enfin bref, ils ont été abandonnés, enfin ils ont un passif qui est énorme en termes de violence subie, donc ils sont encore plus vulnérables que des mineurs qui ont vécu dans un milieu bienveillant, et ceux-là, on les abandonne une fois de plus. Donc, voilà, ça c'est mon coup de gueule. Et par contre, en matière de prostitution, des mineurs pour ce qui s'agit des proxénètes, pour le proxénète qui prostitue un mineur de moins de 15 ans, pas de souci. Hein. Lui, il commet bien un crime. Hein. Les clients non, mais lui, oui. Hein. Tous les deux commettent des crimes, c'est tout. Tous les deux commettent des crimes parce que, en plus, le proxénète, eh bien, c'est une personne qui a autorité, de fait, malheureusement. Hein. Voilà. Et donc, c'est pareil pour la victime quand elle a entre 15 et 18 ans. Eh bien, pour ce qui est du proxénète, là aussi, c'est un délit. Donc, il est passible, pareil, de 10 ans et de 1 500 000 € d'amende. Enfin, on est dans le délire complet. Voilà. Donc, là aussi, on a des peines qui sont minimalistes. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'y travailler si on veut vraiment protéger les enfants. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que j'étais assez claire. Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions et puis j'y répondrai. Je réponds toujours. Ou je ferai, si ça demande un peu plus de développement, je ferai une capsule supplémentaire sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.